par Andrei Sapkowski. Le sorceleur. La croisée des corbeaux. La marche occidentale s'étend le long de la Buina et s'appuie à l'ouest sur la chaîne de la Grande Cresserelle. Si l'intention première des margraves fut de pousser la frontière toujours plus à l'ouest, leur dessein échoua. Le royaume de Hengfors ayant déjà établi sa frontière orientale. De cette volonté d'expansion, un conflit naquit qui menaçait de faire couler le sang. Hengfors, bien que petit, avait en Kovir un protecteur puissant. Lors, le seul assaut qu'il pouvait entreprendre étant celui de la modestie et de la discrétion, les margraves n'eurent d'autre choix que de se résoudre à la paix. Le traité conclu en l'an 1225 post-résurrectionnem nommé Paix de Holopole instaura la frontière des deux royaumes sur la rivière Bra et fixa non plus ultra la limite occidentale de la marche kédouanienne. Balduin Adovardo, Regni Kedvine, Nova Descriptio. Chapitre 3. Comme à l'accoutumée, les chats et les enfants furent les premiers à les remarquer. Les chats qui étaient légion à l'entrée du village s'écartèrent à contre-cœur sur leur passage, crachant et lançant des regards en arrière. Les enfants, eux, filèrent droit chez eux à grand renfort de pleurs et de cris, abandonnant ceux avec quoi ils jouaient, des mottes debout séchées pour la plupart. Hormis les chats et les enfants, aucun habitant de Spinam ne porta la moindre attention à l'arrivée des sorceleurs. Comme s'il était fréquent d'accueillir au village des cavaliers en cape noire armés d'épées dans le dos au point de s'en désintéresser totalement. Preston Holt connaissait bien les lieux, il savait dans quelle écurie laisser leur monture. Ils poursuivirent leur chemin à pied, dans une ruelle boueuse, effarouchant d'autres chats et d'autres marmots. « Mon bon et grand seigneur !» Une mendiante accroupie au pied d'un mur interpella Gérald, un bébé couché entre ses genoux dans les plis de sa robe de bure. « L'aumône, mon bon grand seigneur, pour le lait de mon enfant. » Avant que Holt ait eu le temps de réagir, Gérald sortait de sa bourse un marque qu'il jeta à la femme. Celle-ci se confondit en remerciements. Sur quelques 150 mètres, Holt ne souffla mot, puis il s'arrêta. « Tu n'es pas un grand seigneur, » siffla-t-il, en regardant Gérald droit dans les yeux. « Mais un grand imbécile. Pour un marque, tu peux acheter le lait de 12 vaches. On ne te paiera guère plus pour tuer un monstre, tu auras tôt fait de t'en rendre compte. Or, tuer un monstre me paraît requérir un brin plus d'effort que quémander un don en souriant de ses dents gâtées. L'enfant est sans doute celui d'une de ces commères qui attend tranquillement dans l'auberge voisine qu'un client lui paie un demi-marque pour une gâterie dans les latrines. Je t'avertis. Ne passe plus jamais dans cette ruelle au risque de te couvrir de ridicule. » L'espace d'un instant, Gérald eut envie de s'opposer à Holt, de lui retorquer, de le lâcher et de se mêler de ses affaires. Mais il n'en fit rien. Inconsciemment, il tenait Holt pour un homme de rang supérieur, un maître presque. Peut-être parce que Holt lui rappelait beaucoup Vézémir, par son comportement et sa manière de parler. Physiquement, ils étaient très différents. Devant eux se dressèrent bientôt un temple et ses colonnades blanchies à la chaux, au pied desquelles se tenait, accroupie, toute une armée de mendiantes et de mendiants. Le temple était à l'abandon depuis des années, ce qui n'empêchait pas les quémandeurs de rester là, à tendre la main. Par habitude. Prévoyant, Holt entraîna Gérald de l'autre côté de la rue. « Tu sais pourquoi on nous appelle des sorceleurs ?» demanda-t-il. « Parce que nous sommes des enfants de sorcières. »« Ben voyons. » Gérald se reprit. « Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les sorceleurs viendraient des sorcières ? Allons bon. Ça peut te paraître ridicule, mais c'est la vérité. Les premiers sorceleurs étaient les enfants de femmes aux aptitudes magiques incontrôlées qu'on appelait sorcières.
Des faibles d'esprit qui servaient souvent d'objet sexuel aux gamins bourrés d'hormones. Les enfants qui naissaient de ces unions étaient abandonnés, ou confiés à des orphelinats et à des hospices. De là, ils finissaient parfois dans des écoles de sorceleurs. C'est ça. Tu as tout inventé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Si. Nous tous, sorceleurs, sommes nés de jeunes filles à l'intelligence déficiente. Ça ne t'amuse guère, n'est-ce pas? Exact. Car ça ne s'est pas passé comme ça. Je t'assure. Mais c'était il y a fort longtemps. Aujourd'hui, tu ne trouveras plus aucune sorcière à l'entrée d'un temple. Les magiciens les ont tous exterminés. Ha! Rien n'est éternel. Plus ils approchaient de la place, plus il y avait de monde. C'était nouveau pour Geralt. Il n'avait pas l'habitude de la foule et il s'y sentait mal à l'aise. Le bruit l'agaçait. Il commençait à manquer d'air et la puanteur devenait insupportable. Ça empestait la fumée, la graisse brûlée, les fruits pourris, le fumier et le diable sait quoi encore. Sur la place, ils durent se frayer un passage entre deux rangées d'étals investis par une masse de chalands. Là encore, pour Geralt, tout n'était que surprise, nouveauté, et même admiration. De sa vie, il n'avait imaginé qu'il pût exister au monde autant de métiers différents, ni qu'on proposât à la vente autant de marchandises, ni même qu'il y eût autant d'amateurs pour les acheter. Des courroies et autres articles en cuir, des pots en terre cuite brute ou émaillée, des bonnets de fourrure, des gilets en mouton retournés, des carbatines, des châles brodés, des poêles en cuivre, des râteaux, des fourches, des houes, et des bagels, des bagels. Toutes ces merveilles sur les étals laissaient Holt complètement indifférent. À un moment donné pourtant, il cessa de jouer des coudes pour avancer et saisit Geralt par la manche. « Baisse les yeux, » souffla-t-il. « Baisse les yeux, ne regarde pas. »« Bah quoi ? Des magiciennes. » Geralt s'exécuta, à contre-cœur. Les deux femmes qui se tenaient devant l'étal avec des bijoux d'ambre attiraient l'attention de façon magnétique, par leur riche vêture et leur beauté enchanteresse. « Elles traitent les gens ordinaires comme du bétail, » expliqua Holt, après qu'ils se furent éloignés. « Et elles détestent les sorceleurs. Elles ont la querelle facile et peuvent prendre un regard trop insistant pour une provocation. De plus, mieux vaut qu'elles ne perçoivent pas nos médaillons. » Holt s'arrêta devant une imposante bâtisse à l'entrée surmontée d'une enseigne. La peinture qui figurait sur celle-ci tout à fait réussie représentait une sirène à la poitrine opulente. L'inscription sous la sirène disait « Lorelei ». Holt empoigna le heurtoir et frappa énergiquement. Très énergiquement. La porte massive s'ouvrit sur un grand gaillard carré d'épaules à la mâchoire large comme une miche de pain. Durant un long moment, ce dernier jaugea les sorceleurs du regard, puis il fit un pas en arrière, les invitant à entrer. Holt, visiblement habitué au lieu, retira de son dos ses deux épées et les remit au gaillard sans que celui-ci le lui demandât. Geralt s'empressa de l'imiter. Ainsi désarmés, ils accédèrent à une antichambre éclairée par plusieurs lampes. Geralt avait du mal à respirer, l'air était saturé de parfums et d'encens. Un tableau était accroché au mur qui représentait une autre sirène, tout aussi plantureuse, sans inscription. « Monsieur Preston Holt » dit une femme en entrant. « Madame Pampinea Montfort. » Holt s'inclina. Geralt fit de même. Et il referma la bouche qu'il avait ouverte un instant plus tôt, sous le coup de l'admiration. Non initié à l'art vestimentaire féminin, Geralt ignorait que les étoffes noires qui composaient la robe de Pampinea Montfort étaient du chiffon de soie transparent, de la mousseline et du crêpe. Il ignorait également que tout l'art de la couture résidait dans la manière de cacher tout en dévoilant. Et inversement,
De même, Gérald n'avait aucune idée de ce que signifiait la quintessence de la féminité, et peu lui importait puisqu'il l'avait sous les yeux. Un jouvenceau. Pampinéa Montfort sourit langoureusement en agitant ses cheveux châtains qui retombaient en cascade. Il s'appelle Gérald. C'est un jeune adepte de l'art sorcelien. J'ose espérer que cet adepte n'a pas été conduit jusqu'ici pour... Le timbre de Pampinéa changea étrangement. Célébrer, disons, un rite de passage. Je me vois dans l'obligation de vous rappeler, monsieur Holt, que rien n'a changé chez Loreley. Chez Loreley, ni monsieur Holt, bien qu'il nous soit agréable, ni aucun autre sorceleur ne peut prétendre à nos services. Car, l'interrompit doucement Holt, d'autres clients pourraient ne plus vouloir d'une fille qu'un sorceleur aurait préalablement touchée. Je ne l'ai pas oublié, cher Pampinéa, et loin de moi l'idée de contrevenir à cette règle. Je ne suis pas venu en tant que client, mais dans le seul but de rencontrer mon ami et associé Timur Voronov. Il m'a fait comprendre qu'il serait là et m'a donné rendez-vous. Se trouve-t-il ici actuellement ? Chez Loreley, nous n'avons pas pour habitude de divulguer quelque information que ce soit sur nos clients. Pampinéa fit la moue. Qu'ils aient convenu d'un rendez-vous, non. Toutefois, connaissant vos liens particuliers avec monsieur Voronov, je peux vous dire qu'à l'évidence, vous vous êtes raté. Monsieur Voronov s'est présenté chez nous il y a une semaine. Il a séjourné quelques jours dans l'attente de votre rencontre. Ne pouvant sans doute patienter plus longtemps, il a quitté Spinham. À cette heure, il doit être rentré chez lui à Belvoir. Mille merci. Holt s'inclina une nouvelle fois et d'un geste ordonna à Gérald de faire de même. Mes hommages. Monsieur Holt ? Pampinéa baissa la voix. Je crois savoir que vous connaissez notre entrée secrète située à l'arrière de la bâtisse. Cette entrée est réservée à nos hôtes spéciaux et secrets. Si donc ces messieurs les sorceleurs désiraient se restaurer puis goûter à l'une de nos spécialités... Je suis navré, fit Holt au grand regret de Gérald. Le temps presse et le devoir nous appelle. Une autre fois peut-être. Une fois qu'ils furent sortis, Gérald voulut se plaindre à Holt. Il n'en eut pas le temps. Des voix leur parvinrent du puits voisin. Les cris aigus d'une femme et le baryton alcoolisé d'un homme. Gérald se dirigea aussitôt vers eux, sans que Holt ait eu le temps de le retenir. Le jeune sorceleur découvrit la scène. Un grand gars à la bedaine proéminente frappait une femme recroquevillée à ses pieds avec un bâton. La femme piaillait, l'homme la battait. Gérald était sur le point d'intervenir quand Holt le devança malgré son handicap. Il bondit sur l'homme, lui empoigna le bras et le tira en arrière. « De quoi tu te mêles, vagabond ?» mugit le gars. « Je vais te... » Il leva son bâton dans le but de l'abattre. Mais il se passa quelque chose qui échappa à la vue de Gérald, comme à celle de la foule qui s'attroupait peu à peu. Malgré sa jambe infirme, Holt s'enroula dans une demi-volte éclair et s'engagea dans un bref corps à corps dont le gars fut catapulté. Sa tête heurta le socle du puits et il s'étala sur le pavé. « Aïe !» s'exclama Holt. « Cet homme vient de faire une mauvaise chute. Il lui est arrivé malheur. Braves gens, il faut lui porter secours. » Les braves gens restèrent là, hébétés, sans montrer la moindre hâte à secourir le blessé. Les deux sorceleurs s'éloignèrent prestement, et nul ne les retint.